Bonjour à tous, je vais donc vous commenter les marchés immobiliers et je vais commencer par vous rassurer sur le fait que ces marchés immobiliers gardent toute leur attractivité grâce à un couple rendement-risque qui reste attractif. J'en veux pour preuve les volumes d'investissement qui, au deuxième trimestre 2020, certes, marquent un ralentissement, mais une baisse extrêmement modérée au vu du contexte. On a des volumes d'investissement qui reculent de 14% sur un an quand on compare le premier trimestre 2020 au premier trimestre 2018. Cette baisse, elle est due à un arrêt technique des négociations pendant la période de confinement et également à un resserrement de la demande des investisseurs sur les actifs les plus cores. Pourquoi la demande des investisseurs reste extrêmement pressante sur le segment core? C'est bien évidemment à cause de la baisse des taux sans risque et de la prime de risque qui est offerte par les actifs immobiliers. La prime de risque immobilière, c'est la différence entre les taux de rendement des actifs immobiliers et les taux sans risque. Sur le graphique, on voit, c'est la zone grisée, on voit qu'elle s'élève à un peu moins de 300 points de base, ce qui est un niveau élevé quand on compare les historiques. L'autre incidence de taux durablement bas, c'est le fait que les obligations ayant des taux de rendement particulièrement faibles vont entraîner un changement de braquet des investisseurs qui vont passer des obligations aux actifs immobiliers. Si on regarde maintenant le marché locatif, sur la graphique de gauche, on s'aperçoit qu'il y a bien un choc sur la demande, avec une demande qui baisse de manière assez significative sur les 2 derniers trimestres. C'est dû aux incertitudes qui entourent l'environnement économique, avec la difficulté des grandes entreprises à se projeter dans un futur. En revanche, on s'aperçoit que l'offre augmente, certes, mais de manière extrêmement limitée. Et ça, c'est mis en lumière sur le graphique de droite, où l'offre en Île-de-France est en moyenne de 5,5%. La vacance, elle s'élève en moyenne à 5,5%, mais avec des situations extrêmement hétérogènes selon les secteurs géographiques. On voit que dans Paris QCA, par exemple, on a un marché où la demande est toujours égale à 3 fois l'offre. Donc dans ces marchés-là, qui sont les localisations les plus centrales, on a des marchés qui offrent des fondamentaux tout à fait robustes et propres à pouvoir absorber un choc ponctuel de la demande. Alors effectivement, on assiste à un mouvement d'office bashing qui serait calqué sur le mouvement qu'on a connu de retail bashing. D'abord, les commerces physiques, là je fais une petite digression, mais les commerces physiques continuent à avoir toute leur place dans le marché des commerces. Et de la même façon, on pense que le bureau physique va garder toute sa place dans le marché des bureaux. Ce dont on s'est aperçu pendant le Covid, d'abord, il y a un point, c'est que la crise sanitaire, elle a accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre et qui étaient largement anticipées au sein de la Française. Ça a accéléré l'obsolescence de certains actifs. À la Française, on avait déjà mis en place des plans d'arbitrage sur ces actifs. Le concept du travail a donc été validé pendant la période de confinement sur un plan technique. On s'est aussi aperçu que le 100% télétravail ne pouvait pas fonctionner et que c'était une vision très court-termiste du développement des entreprises. Donc ce qu'on anticipe, nous, c'est la multiplication d'organisations hybrides au sein des entreprises qui mixeraient présentiel et télétravail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce mouvement de télétravail, comme je vous l'ai déjà dit, il existait avant la crise. Avant la crise, en France, on avait 7% de télétravailleurs réguliers et 15% de télétravailleurs occasionnels. Pendant le confinement, ce pourcentage de télétravailleurs est monté à 27% en moyenne en France. Il est bien plus élevé à Paris, par exemple, où il a atteint 45%. À l'été 2020, donc de juin, sur la période qui court de juin à août, on est redescendu à 15% de télétravailleurs. Donc on voit bien que ce phénomène, il n'est pas pérenne, relativement limité et ancien. Ce phénomène de télétravail, il n'entraînera une baisse de la demande de surface de bureau que si par ailleurs les entreprises mettent en place un système de hot desk, c'est-à-dire un système où le travailleur n'a plus de bureau attitré, ce qui est loin de faire l'unanimité pour l'instant.
Par ailleurs, la baisse des surfaces induite par donc la combinaison télétravail plus updesking serait compensée par une dédensification des espaces de bureaux, c'est-à-dire qu'on pense que des espaces de bureaux qui seraient aménagés avec un bureau pour 7 mètres carrés, on arrive à la fin de ce mouvement-là. Et puis, la baisse des surfaces induites par le télétravail, elle serait également compensée par la multiplication des espaces collaboratifs, puisque les bureaux qui vont les mieux résister devront se prêter aux nouveaux usages. Et à ce propos, on pense également que les bureaux qui vont le mieux résister dans ce nouveau contexte seront ceux qui sont les plus accessibles, donc dans les localisations les plus centrales, pour pouvoir permettre une bonne accessibilité de la part des employés dont les choix de logement vont sans conteste s'étendre. La métropolisation est effectivement une tendance structurelle pour nous long terme, qu'on pense beaucoup plus importante et qui est amenée à enjamber tous les hoquets, j'allais dire, ponctuels et tous les événements ponctuels auxquels on doit faire face. La métropolisation, c'est la concentration des lieux de résidence, des moyens de production et des pouvoirs économiques, législatifs et culturels. Il est clair que le confinement a emmené un désir ou a entraîné un désir des salariés d'étendre leur choix de résidence. En revanche, la métropolisation des emplois, elle, est appelée à perdurer de manière assez importante. Comme on le voit sur la carte que vous voyez dans la slide, cette carte, elle représente les pôles d'emploi et leur capacité de résilience face aux risques induits par le Covid. Ce dont on s'aperçoit, c'est que grosso modo, ce sont les pays ouest-occidentaux en Europe qui sont les plus résilients, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, le Benelux et une partie du Royaume-Uni. Si on a une analyse plus fine de cette carte, on s'aperçoit que les pôles d'emploi les plus résilients sont ceux qui abritent les principales métropoles européennes, nationales et régionales. Et dans ce contexte, on s'aperçoit que les métropoles les plus résilientes, ce sont celles qui basent leur économie sur une base d'utilisateurs extrêmement diversifiée. Donc, tout ce qui est métropole monofonctionnelle va résister a priori moins bien que les métropoles qui ont une base d'utilisateurs extrêmement large. Et la première métropole européenne avec une base d'utilisateurs large, c'est l'Île-de-France. Le Grand Paris reste essentiel dans le choix des localisations des entreprises. On s'en aperçoit que les 2 premiers trimestres 2020, les localisations les plus privilégiées par les locataires étaient celles autour de Saint-Denis-Pleyel et Saint-Ouen. Certes, le Grand Paris a connu des retards dus à la période de confinement. On parle de 6 à 8 semaines de suspension des chantiers. Actuellement, début septembre, on comptabilisait 7000 ouvriers sur les chantiers et 18 tunneliers en activité. La Société du Grand Paris a indiqué que les retards prévisionnels seraient de 3 à 8 mois sur les lignes en travaux et de 3 à 4 mois sur les tronçons en phase d'étude. Ce qui est finalement anecdotique au regard de l'horizon temporel sur lequel on se projette quand on parle d'un projet qui va s'étaler sur plus d'une quinzaine d'années. En revanche, il y a un seul point qui pouvait être problématique, c'est celui de la desserte des sites olympiques pour les Jeux olympiques à Paris en 2024. On savait que le timing était extrêmement serré. Le confinement fait qu'on sait d'ores et déjà que les lignes 16 et 17 ne seront pas en service pendant la tenue des Jeux olympiques. En revanche, ces sites olympiques seront bien desservis par le prolongement de la ligne 14 Nord et par les lignes de RER B et D. Un petit mot sur la ligne 15. Le Sud accuse des retards de 4 à 6 mois, quand l'Est et l'Ouest accusent des retards de 3 à 4 mois. Pour vous rassurer, et ça c'est un élément extrêmement important, le financement est maîtrisé et sécurisé sur le long terme, et cela, j'allais dire, quels que soient les partis politiques qui seront élus lors des différentes élections à venir. Alors, effectivement, la thématique du développement durable, elle est absolument
essentiel si on se projette à un horizon moyen ou long terme. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est ce que les investisseurs demandent. Ils ont de plus en plus de stratégies restrictives qui visent uniquement les actifs ou les fonds labellisés, pour faire simple. Et puis également parce que la réglementation est en train de se resserrer de manière assez drastique. Donc il y a 2, j'allais dire, pans liés au développement durable. Il y en a un qui favorise les démarches volontaires et qui est dans une temporalité plus proche, et un qui est celle des nouvelles réglementations, qui a une temporalité plus éloignée. Ceci dit, la marche à franchir la marche que nous demande de franchir la nouvelle réglementation est extrêmement élevée. Et si on ne s'y prend pas dès maintenant en s'inscrivant dans une démarche volontaire, je pense qu'on prend extrêmement de retard et que les coûts pour parvenir à monter cette marche ne feront que s'accumuler. La nouveauté, effectivement, c'est bien le label ISR. L'arrêté portant évaluation du label ISR a été signé le 8 juillet 2020 et le nouveau référentiel entrera en vigueur le 23 octobre 2020. Ce qui veut dire que les sociétés de gestion qui seront prêtes à labelliser un fonds pourront déposer le dossier de candidature à cette date, donc le 23 octobre 2020. Et nous sommes très contents de vous annoncer que notre dossier de candidature est prêt et que nous attendons le 23 octobre avec beaucoup d'impatience. Vous avez sur la slide à droite un exemple de ce qu'on fait dans le cadre de ce dossier de candidature avec l'évaluation de 2 actifs